Bienvenue. Le livre que nous allons passer au crible aujourd'hui se nomme « Défense et illustration de la novlangue française ». C'est un titre qui fait un peu peur et franchement vous avez raison. Dans ce livre, Raimé Semprun, l'auteur, s'escrime à encenser cette nouvelle langue française qui s'est développée, par opposition à une langue française plus classique. Raimé Semprun, donc, c'est un écrivain ami de Debord. Il est le fils de Georges Semprun, issu d'une famille bourgeoise de gauche qui a quitté l'Espagne pour fuir le fascisme, blablabla. Alors, pourquoi cette novlangue est-elle salutaire pour Raimé Semprun par rapport à cette ancienne langue qualifiée d'archéolangue? Quelle perspective, quelle nouvelle force cette nouvelle langue nous offre-t-elle? Aussi, quelle est l'origine de cette façon novatrice d'écrire en français, selon Raimé Semprun? Alors ne soyons pas hypocrites et disons-le tout de suite, nous sommes en désaccord total avec la défense soutenue de cette novlangue par Raimé Semprun. Alors disons-le tout de suite et disons-le encore abruptement, ce livre est certainement le moins sexy que nous allons chroniquer et nous vous promettons que si vous ne partez pas, ce sera le dernier. C'est donc pour toutes ces raisons que c'est la partie 3 cette fois, c'est-à-dire au-delà du livre, qui sera la plus longue. Nous vous laissons quelques secondes pour apprécier le menu. Attaquons-nous d'emblée à ce mot polémique, celui de novlangue. Ne le comprenez surtout pas dans le sens orwellien du terme, c'est-à-dire dans un ancrage 1984. Il faut le voir ici en tant que concept, en tant que nouvelle langue distillée par une élite qui rompt avec son passé. Alors pourquoi une novlangue s'impose-t-elle à nous? Les élites techno-marchandes, telles que le dit M. Semprun, ont besoin de s'appuyer sur un langage plus direct, moins créatif, moins imagé. L'archéolangue, c'est-à-dire celle qui précède la novlangue, appartient au passé avec ses imageries irrationnelles. Surtout, elle appartient à ce monde de la ville ancienne, où la population triturait, malaxait, jouait avec les mots et les faisait tournoyer au gré des générations. Dorénavant, les mots, on va vous les dicter. Voilà donc l'explication de base, prosaïque. Seulement, la novlangue n'est pas issue d'un complot fomenté par les élites techno-marchandes. La novlangue demeure plutôt le résultat d'un processus historique, un processus d'adaptation à un monde de plus en plus artificiel. Une civilisation en changement ne peut pas garder sa langue intacte. La novlangue, c'est le messager venu du futur. Elle nous présente sans détour le monde qui nous attend. Prenons les néologismes par exemple, c'est-à-dire les marqueurs les plus prégnants, les plus ostentatoires de l'évolution d'une langue. Monsieur Semprun en distingue 3 catégories. Les premiers néologismes, ce sont les néologismes tendant à nommer les objets ou les idées nouvelles. Par exemple, la chimiothérapie, console de jeu, scanner. Ceux-ci sont incontestables. Les deuxièmes néologismes, ce sont les néologismes de distinction, c'est-à-dire ceux qui isolent, qui séparent des ensembles plus vastes dans lesquels des idées étaient incarnées, comme par exemple biodiversité, convivialité. Ces mots naissants, selon M. Semprun, vont permettre de développer la réflexion, de la pousser à un degré non exploité en démantelant des idées reçues, ancrées et perçues comme vérité absolue. Enfin, les troisièmes néologismes, ce sont les néologismes de reformulation, c'est-à-dire ceux qui donnent un nom frais à des réalités anciennes. Par exemple, ce sont les plus connus, ceux qu'on dénonce le plus, par exemple comme technicien de surface, malvoyant, ou les mots valises comme alicament, eurosceptique. Ces mots novateurs n'annoncent pas uniquement le politiquement correct, ça c'est ce que l'on pourrait penser d'emblée. Selon l'auteur, cette catégorie de néologisme met l'accent avant tout sur la responsabilité de l'individu ou de sa tâche.
Ces néologismes préfigurent de l'atomisation de la société. Mais alors, d'où cette novlangue prend-elle sa source? La réponse fut assez facile à deviner. Des Lumières, bien évidemment. Oui, bien évidemment, car les Lumières, et comme le démontrent d'ailleurs les néologismes décrits précédemment, les Lumières s'inscrivent dans le déchirement du passé. Les Lumières, ce sont l'anti-France qui précède les Lumières, justement, langue y compris. C'est donc obéissant à cette philosophie de destruction que la langue sera elle aussi isolée, étudiée comme une science. Par la suite, la langue française, dont l'esprit, dont l'essence a été décortiquée par les Lumières donc, sera entre guillemets enrichie par la société dite technique, puis informatique. Reprenant les arguments de Samuel Butler, un écrivain anglais de la fin du XIXe siècle, l'auteur note que l'évolution de notre langage correspond à des machines qui parlent aux machines. Cependant, les machines ne sont-elles pas en train de prendre le pas sur l'homme? Cette question taraude un petit peu Monsieur Samprin, qui pense que ce langage machine pénètre nos pensées. Il approfondit même sa réflexion en affirmant que la novlangue, qui est donc devenue la transcription du langage des machines, donc de l'extension ultime de la raison, la novlangue donc n'a plus l'intérêt, n'a plus l'objectif, n'a même plus la responsabilité de rendre véridiques les récits imaginaires ou les fables, les mythes, tous relégués au second plan. Par ailleurs, autre conséquence. D'ailleurs, cette idée sera développée plus tard par Barico dans Les Barbares, plus tard dans le temps. La nouvelle langue française regarde d'un autre œil les œuvres du passé, celles écrites en archéolangue. Au lieu de les offrir dans le contexte de l'époque, une relecture sera effectuée, une sorte de recyclage, pour être plus précis, de certains fragments du passé et qui font écho au présent. Les barbares, comme dit Barico, ne vont prendre que ce qui les intéresse dans le passé et la langue leur sert d'outil. Et c'est bien entendu Internet qui sera le haut lieu de cette intelligence collective. Cette tour de Babel de l'intelligence, comme le serine Monsieur Samprin. Internet, c'est, selon l'auteur, un seul auteur collectif plus puissant que les pensées individuelles ancestrales. Enfin, l'auteur clôture le livre en se prêtant à un petit jeu d'objection-réponse, ce qui démontre d'ailleurs chez lui une empathie certaine, une humilité et même une envie de faire progresser ses idées. L'une des idées les plus intéressantes qui en ressort est celle selon laquelle la novlangue s'appauvrit en vocabulaire. Il le reconnaît. Et d'ailleurs, il prouve la véracité de cette assertion. Seulement, il ajoute que notre novlangue s'est débarrassée d'un vocabulaire inutile, d'une mauvaise graisse qui l'empêchait de faire décoller la pensée collective. Ce que l'on perd en imagination, dit-il, on le gagne en rationnel. Enfin, et pour conclure, M. Samprin indique que le français est la première ainsi que la meilleure langue novlangue, puisqu'en réalité toutes les langues du monde occidental se sont transformées en novlangue. Elle permit l'expansion de la pensée française et même influença le monde anglo-américain à travers les penseurs de la French Theory au XXe siècle. Allons au-delà du livre, tâchons de lui apporter une plus-value. Alors l'auteur, M. Samprin, considère que la novlangue, il a tenté de le prouver dans le livre, il s'est appuyé sur des arguments solides, rien à dire, donc que cette novlangue est un véritable enrichissement pour la pensée française. Il s'appuie sur 3 concepts principaux, la raison, la spécialisation de la pensée, nous le verrons, et la créativité. Les 2 derniers vont ensemble. Nous allons donner notre avis et vous verrez que nous sommes plutôt en désaccord. Mais avant toute chose, il y a un brin d'ironie dans ses écrits. Regardez, à la page 63, il dit « De même que nous voyons aujourd'hui qu'à la rigidité cadavérique de l'archéolangue, toute corseté de règles, d'interdits et de complications artificielles, donc il considère l'ancienne langue française bravée d'interdits, de règles, qui sont pourtant des choses importantes pour toute créativité ou pour développer toute pensée. S'oppose, donc là il va nous dire quels sont les côtés positifs
qu'apporte la novlangue s'oppose donc l'exubérance, la variété et la plasticité de la novlangue telle qu'elle circule. Donc nous avons un résumé de sa pensée ici en 2-3 lignes. Alors reprenons-les. L'exubérance, qu'est-ce donc? C'est le règne de la quantité sur la qualité. La variété, qu'est-ce donc? C'est l'horizontalisation de la pensée, c'est-à-dire la fin de toute élévation. Nous le verrons plus tard. Et la plasticité de la novlangue, c'est l'adaptation, l'adaptabilité, la capacité de s'adapter, c'est ça la plasticité. Et nous l'avons vu avec Barico, l'adaptation, c'est la fin des convictions, c'est une sorte de semi-hypocrisie. C'est la capacité de s'adapter n'importe où, n'importe quand, et c'est grâce à un manque de conviction. Ce qui est ironique là-dedans, c'est que M. Samprin, justement, est issu de ce monde de l'archéolangue. Ce monde qu'il vilipende. Et d'ailleurs, il nous gratifie d'un essai à la syntaxe absolument parfaite. Est-ce qu'un auteur d'aujourd'hui aurait pu le faire? Et à la pensée claire et logique, qui suit une réflexion totalement maîtrisée. À la page 89, il nous dit, ça nous a fait un peu sourire. Quant aux auteurs très modernes, qui se sont fait une spécialité de publier chaque saison leurs lamentations sur le naufrage de la vieille culture, donc là il vilipende les auteurs qui se plaignent d'une langue française en désuétude, qui perd sa force. Ils ont moins que quiconque à regretter sa disparition, sans laquelle leur talent et leur savoir n'auraient certainement pas brillé avec le même éclat. Il sous-entend donc que grâce à la novlangue, la capacité de ces auteurs a été multipliée et qu'ils en sortent des idées plus importantes et plus puissantes que précédemment. Nous aurions aimé qu'ils nous citent ces auteurs modernes qui dépassent les auteurs classiques dans le concept. Revenons à la genèse de la novlangue. La novlangue est issue d'une doctrine, d'un esprit de pensée nommé les Lumières, qui a pour idée principale de faire fi du passé, c'est-à-dire de pousser la tête d'un certain passé sous terre et de lui tourner le dos. Ce mouvement est l'ancêtre de la gauche actuelle. Les Lumières avaient comme objectif de tourner le dos à cette France royaliste équilibrée et complémentaire pour donner naissance à une nouvelle France, à un nouvel homme français et même à un nouvel homme tout court, donc à un nouveau discours, appuyé, donc, encore une fois, sur une nouvelle langue. Il n'est donc pas étonnant que les néologismes exprimés par l'auteur, soulignés par lui, soient d'ailleurs l'apanage de cette gauche héritière des Lumières, cette gauche libérale libertaire, oui, cette gauche sociétale qui va utiliser les néologismes malvoyants, techniciens de surface, et toujours cette même gauche libérale qui utilisera les néologismes anglais toujours issus de la publicité ou de la productivité, ou même du monde de l'entreprise. Faire fi du passé, c'est aussi tourner le dos à l'instruction publique de ce passé. L'auteur constate, sans excuser la chose, le décalage qui prédomine entre l'école et les réseaux sociaux. D'accord ? Par exemple, il dit, à la page 45, « En effet, quand la mission assignée à l'enseignement est de former les scolarisés pour qu'ils se connectent sans attendre aux réseaux sur lesquels circulent et se partagent tout savoir et toute culture, le texte date de 2005, donc il avait peut-être aussi, nous désirons l'excuser ici, il avait peut-être aussi une vision des réseaux sociaux un peu trop embellie. Il n'en avait pas deviné la dérive et l'abrutissement. Et pourquoi donc faudrait-il s'encombrer l'esprit avec l'étude, par exemple, des modes du verbe dont les grammairiens répétaient depuis l'Antiquité qu'ils servent à marquer des dispositions de l'âme? Donc il n'y a plus à étudier ce que l'on appellerait des dispositions de l'âme. Il le dit lui-même. Quand on dispose sur son clavier d'émoticônes, pictogrammes obtenus par simple combinaison de touches et permettant d'indiquer très vite et sans nuance inutile à ses correspondants électroniques quelle est son humeur ou son état d'esprit. Autant aller chercher dans des lettres écrites à la plume d'oie une inspiration pour rédiger ses SMS. Seulement ici, l'auteur baisse les bras et il tourne le dos au rôle premier de l'instruction qui est d'élever. Oui, on appelle bien un élève.
c'est parce qu'on l'élève. On l'élève intellectuellement, on l'élève humainement, spirituellement aussi parfois, moralement. D'ailleurs, de nos jours, si les élèves ne sont plus appelés élèves mais apprenants, c'est peut-être parce qu'on ne veut plus chercher à les élever. Le premier point de désaccord que nous avons avec Monsieur Semprin porte sur la raison. Mais qu'est-ce que la raison, si ce n'est le moteur d'une doctrine, d'une religion, de la religion qui domine et qui prédomine notre monde actuel, l'humanisme. L'auteur met en avant la société technique comme axe de développement de la novlangue. Mais finalement, qu'est-ce que la société technique si ce n'est que l'homme qui vivait auparavant en accord, en harmonie avec la nature? L'homme donc désire dorénavant la dompter. Cette idéologie porte un nom et se nomme l'humanisme. L'homme devient le centre de la terre. Tout doit tourner autour de lui. Avant, tout tournait autour de Dieu. Maintenant, tout tourne autour de l'homme. Et c'est donc ainsi que doit être comprise l'émergence et l'avènement de cette novlangue. Toutes les nouvelles expressions, tous les néologismes nouveaux, pardonnez le pléonasme, tous les nouveaux mots suintent l'arrogance humaniste, transpirent la domination, l'omnipotence de l'homme sur cette planète. Exemple. Pourquoi ce mot environnement est utilisé dorénavant et non plus nature? La nature, elle n'a pas besoin de l'homme, elle existe sans l'homme. La nature est. L'environnement, qu'est-ce donc? L'environnement, c'est le rapport de l'homme à la nature. Monsieur Semprin appelait ça la gestion. Il partait du principe que les néologismes étaient issus d'une volonté de montrer une idée de gestion. Mais il fallait aller plus loin. C'est une idée d'emprise de l'homme. Gérée par qui? Par l'homme. Continuons sur la raison. La nouvelle langue française serait donc la formulation finale d'une pensée plus mathématique, plus fonctionnelle et axée sur la raison. C'est ce que l'auteur vante d'ailleurs. Ici, selon lui, la richesse de cette nouvelle langue, de cette nouvelle façon de parler, est incommensurable. Seulement la raison seule ne permet pas l'action. La raison seule se mord la queue. La raison nécessite un surplus, une plus-value, un déclencheur pour décider l'action. Souvent, c'est quelque chose d'émotionnel. Si une langue n'est assise que sur le rationnel, cela signifie qu'elle obère, qu'elle empêche toute action, tout changement, toute évolution dans son essence même. Cela signifie que c'est une langue qui entérine le présent, qui le coule dans le marbre. Et nous l'avons vu. Quel est ce présent dans la nouvelle langue française? C'est l'homme qui gère, point, à la ligne. C'est l'homme qui domine, point, à la ligne. D'ailleurs, Monsieur Semprin l'affirme lui-même. Les formes verbales qui expriment l'action ou le jugement individuel, à l'aide de gradations par exemple, ces formes-là dépérissent au profit de tournures grammaticales ou syntaxiques, servant la constatation objective, l'adhésion ou la faible distance avec la réalité. En d'autres mots, si vous avez du mal à suivre, cela signifie que le langage imagé disparaît peu à peu. Par exemple, avec l'évanescence du subjonctif, mode qui permet une distance, oserions-nous dire un libre arbitre, avec la réalité. Voilà un exemple concret. Autre point de désaccord avec l'auteur, l'aspect créatif. Monsieur Semprin considère que la novlangue exacerbe, dope la créativité. Il pense cela puisqu'elle aurait cassé les codes, elle aurait ouvert la voie à diverses réflexions. Plus de réflexion égale plus de créativité. Peut-être a-t-il raison sur la forme, car les écrits d'aujourd'hui ne respectent plus les règles élémentaires syntaxiques. Chacun y va avec son style, sans humilité aucune d'ailleurs. C'est la novlangue de la publicité, comme Monsieur Semprin le dit si bien. On écrit plus ou moins gros, on bouge les mots, on les malaxe, on les renverse, on les triture, on les embrique. L'homme fait ce qu'il désire en réalité. Mais sur le fond, sommes-nous sûrs d'être plus créatifs de nos jours? Sommes-nous certains
de mieux maîtriser les concepts de nos jours? Les penseurs contemporains écrivent-ils mieux que les auteurs classiques? En réalité, poser la question, c'est déjà y répondre. Mais ce que nous pensons, c'est que ce que M. Samprin considère être de la créativité, nous le voyons plutôt comme un manque d'humilité. La novlangue enlève toute humilité à l'individu, convaincu qu'il peut maîtriser et jongler avec les idées et nous faire part des siennes. La novlangue permet à chaque individu de s'approprier des termes réservés auparavant aux connaisseurs. Résultat, les termes entrent dans le domaine public et leur sens évolue. Leur sens premier se perd. On en revient encore à cette idée de faire fi du passé, d'enterrer le passé, même dans les mots. Par exemple, qui aujourd'hui maîtrise l'étymologie, cette science oubliée et qui pourtant nous serait grandement utile? Dernier point d'achoppement avec l'auteur, et nous terminerons là-dessus, sur le concept de spécialisation. C'est peut-être le concept le plus important et avec lequel nous sommes le plus en désaccord. Spécialisation qui, selon lui, permet à la pensée humaine d'être plus particulièrement française d'ailleurs, puisque nous parlons ici de la langue française, d'être plus acerbe, plus aiguisée, plus précise, plus créative même, nous l'avons vu. L'auteur vante donc les mérites des néologismes de distinction dont nous avions parlé, en ce qu'ils permettent de penser le monde de façon plus précise. Comme exemple, il souligne que le néologisme biodiversité a permis aux humains de se soucier de son existence, donc de l'existence de la biodiversité, et de vouloir prendre en main sa gouvernance. Tout cela est très bien car tout cela aurait été impossible auparavant puisque biodiversité était enfermé dans le concept de nature. Cependant, n'est-ce pas là justement le problème? Cette hyper-spécialisation ne sonne-t-elle pas plutôt l'arrêt de la pensée globale? Car comment penser la biodiversité en dehors de la nature? Cela n'a strictement aucun sens. Prenons un autre exemple plus proche de nous, du quotidien auquel nous sommes confrontés à travers les médias. Cette idée d'expert ou de spécialiste en quelque chose. Par exemple, venir se pavaner en tant qu'expert sur les plateaux de télé pour nous dire où Daesh se trouve, quels sont les objectifs de Daesh, quelle est leur pensée dominante, quelles sont leurs revendications ou même quel est leur territoire. Mais comment penser Daesh sans une réflexion globale géographique, historique et religieuse du Proche et du Moyen-Orient? Vous voyez la problématique maintenant. La fragmentation de la langue et de la pensée, loin d'être créative, au contraire, empêche de considérer l'ensemble, de réfléchir sur la globalité. Comment voulez-vous résoudre le problème du terrorisme Daesh si on ne se focalise que sur Daesh? Et in fine, cette fragmentation n'ouvre pas la pensée à de nouveaux concepts. Bien au contraire, elle va créer une étroitesse d'esprit en raison de cette accumulation de connaissances de détails insignifiants, superfétatoires. D'accord, savoir le nombre de véhicules que possède Daesh n'a aucun intérêt. La fragmentation ne vaudra jamais une réflexion synthétique. C'est pour cette raison que le langage technique s'impose, comme le dit M. Samprin. C'est seulement pour cette raison, car l'homme fait corps avec sa machine. Ils ne font qu'un. L'idée de fragmenter, c'est l'idée de vouloir privilégier la quantité sur la qualité. Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée. Abonnez-vous, aimez-nous.